Bonjour, soyez le Bonjour. bienvenu. On va commencer par les prix des carburants qui sont toujours très élevés et qui risquent de durer et de rester élevés. C'est ce qu'a annoncé le ministre de l'économie Roland Lescure. Sébastien Lecornu doit présenter après-demain une conférence de presse consacrée à l'impact de la crise pétrolière sur les prix à la pompe. De délai logistique pour la mise en place de la plateforme. Mais là encore, que ce soit pour les agriculteurs, que ce soit pour le BTP, que ce soit pour les pêcheurs, que ce soit pour les transporteurs. Là, je vous parle des 50 € pour les gros. L'ensemble des dispositifs ont été enclenchés. Et donc, on suit ça évidemment avec la plus grande vigilance. L'objectif, c'est que toutes les aides qui ont été mises en place soient versées le plus rapidement possible. Vous êtes satisfait, Andrea Cotaract? Non, d'abord, c'est une situation qui dépend aussi beaucoup des relations internationales et du déblocage du détroit d'Ormuz, que ce soit sur le carburant, le kérosène pour les avions. Vous avez vu que des compagnies comme Transavia arrêtent leur vol cet été, Air India aussi de l'autre côté. Vous avez les engrais azotés pour l'agriculture, vous avez l'hélium pour le gaz dans l'industrie ou dans les scanners dans les hôpitaux. Donc ça touche absolument tout, et je pense même que l'inflation va toucher tous les biens de consommation jusqu'aux médicaments. Donc là-dessus, on dépend des relations internationales. Maintenant, que font nos voisins ? Nos voisins, ils font ce que propose le RN depuis 2021, savoir baisser les taxes sur le carburant et sur l'énergie. À l'époque, on nous expliquait que c'était infaisable, qu'on était incompétent, etc. Aujourd'hui, on constate que tous nos voisins, de l'Espagne à l'Italie, en passant par l'Allemagne, y compris jusqu'à la Commission européenne et Madame von der Leyen, qui est quand même pas notre plus grande partenaire et amie, demandent ce que propose le RN depuis octobre 2021, savoir une baisse des taxes, en l'occurrence en France, une baisse de la TVA de 20 à 5,5 et un contrôle des marges chez les pétroliers. Voilà ce qu'il faut faire. Manifestement, moi j'ai écouté Maud Bréjon comme vous, je comprends rien à ce qu'elle raconte. Voilà. Vous avez mentionné l'Italie, par exemple. Giorgia Meloni a appelé et a demandé à l'Union européenne d'assouplir ses règles, vous savez, sur les budgets, parce que la crise menace, parce que justement elle a baissé les taxes et que là, le gouvernement italien et l'Italie est de nouveau très endettée et qu'elle craint une crise et une inflation. Oui, alors pour l'Italie c'est une chose parce que ça veut dire que les Italiens à terme le paieront. Oui, mais d'accord, mais qu'est-ce qu'on fait qui va payer si on fait rien ? Parce que moi je veux bien ne pas baisser les taxes, ne pas réagir considérant que l'urgence va passer et qu'il ne faut pas dégrader les comptes publics. Mais si on fait rien, combien d'entreprises vont être en faillite ? Je vous rappelle qu'on a déjà le record de défaillance d'entreprise sous Emmanuel Macron. Si on ne fait rien, combien vont mettre la clé sous la porte ? Si on ne fait rien, combien de pêcheurs vont mettre la clé sous la porte ? Si on ne fait rien, combien d'industries vont mettre la clé sous la porte ? Combien d'hôpitaux vont avoir des scanners qui ne sont plus réparables parce qu'il manque de l'hélium ? Donc je pense que situation d'urgence. Maintenant, ce qu'on ne dit pas, c'est que je crois que l'État a gagné 2 milliards d'euros sur la TVA, sur le carburant. Ils disent qu'ils perdent de l'argent, mais ils ont quand même gagné de l'argent. Pas si simple. Et d'autre part... Parce qu'il y a moins de consommation aussi. Oui, ça coûte très cher. Enfin, nous, on l'a estimé à peu près plus de 10 milliards d'euros, cette baisse. Donc, c'est énormément d'argent. Mais donner 8 milliards à l'Union européenne, comme le font les macronistes, ça coûte aussi beaucoup d'argent. Donner et distribuer 10 milliards, de prestations sociales non contributives aux immigrés qui arrivent, aux primo-arrivants, ça coûte beaucoup d'argent. Donc, le budget, ce sont des choix politiques. Et manifestement, on n'a pas du tout les mêmes que ceux qui gouvernent ce pays depuis 10 ou 40 ans. Le gouvernement aide quand même certains Français. Oui, je vois ça. Ils élargissent les aides, mais tout en essayant de tenir les cordons de la bourse. Oui, c'est vrai, mais ils les tiennent moins, encore une fois, sur tout un tas d'autres domaines. Sur France TV, ils ont augmenté. Sur l'Union européenne, ils ont augmenté. Sur l'immigration, ils augmentent le budget. Sur l'AME, manifestement, malgré les promesses de l'ancien ministre Retailleau ou des actuels, l'AME est toujours là, 1,7 milliard dans le budget. Donc, et ce serait moi, comme ça que vous compenserez si on baissait les taxes sur le gouvernement. Comment vous compensez ? Parce qu'il faut bien tenir les règles. Bien sûr, vous avez parfaitement raison, il faut tenir les règles. C'est pour ça que le budget, c'est souvent un ensemble où tout est lié. Effectivement, ça coûte beaucoup d'argent, mais on va baisser la contribution de la France à l'Union européenne. On va baisser et supprimer les prestations sociales non contributives en les distribuant aux personnes qui sont là depuis plus de 5 ans. Parce qu'il faut bien cotiser pour pouvoir recevoir. On va taxer les rachats d'actions. Vous savez, ces entreprises qui vendent des actions puis les rachètent pour faire augmenter la valeur du titre, ce sera taxé. Une taxe sur les surprofits indus, c'est-à-dire les profits que gagnent les entreprises sur la base non pas de leur mérite et de leur talent et du travail de l'entreprise, mais sur la base d'un cas de force majeure, une guerre en Ukraine, un blocage du détroit d'Ormuz, seront taxés. Une taxe sur les transactions financières. Bref, on veut un peu de bon sens parce que je pense que les Français, ils aiment la justice. Ah. Mais justement, puisque vous parlez de justice, quand on avait fait au moment de la guerre en Ukraine, quand il y avait eu même le quoi qu'il en coûte, avant pour le Covid, ou pour ces aides, et quand on avait aidé un peu plus tous les Français, ce que vous regrettez,
Est-ce que là, il n'y avait pas aussi une certaine injustice, parce qu'on aidait aussi certains Français qui n'avaient pas forcément besoin d'être aidés? Vous avez parfaitement raison. Moi, je me souviens qu'à l'époque, pour le Covid en tout cas, à la région Auvergne-Rhône-Alpes, puisque je suis élu là-bas et qu'il y avait des aides pour les entreprises, j'avais dit il faut aider les entreprises parce qu'il faut bien donner de l'argent. Et elles ont fermé l'activité, les gens sont au chômage technique, etc. Mais sur les entreprises, j'avais dit identifier quand même les entreprises qu'on appelait les entreprises fantômes. Vous savez, celles qui seraient tombées en faillite, Covid ou pas Covid, de manière à ne pas distribuer pour rien. On m'avait dit que j'étais un débile et un incompétent. Bon, aujourd'hui, on constate qu'on y réfléchit à 2 fois maintenant. Mais à qui donc on justement, distribue. faire des aides ciblées, ça évite peut-être de donner de l'argent à des Français qui n'ont pas besoin d'être aidés pour leur voiture. Oui, mais vous avez bien vu, ils ont commencé par des aides ciblées, et puis ils les élargissent, et puis ils les élargissent encore, et puis finalement, c'est le Rassemblement national qui aura encore raison, puisqu'on a aujourd'hui des classes moyennes qui ne sont ni pêcheurs, ni agriculteurs, ni grands routiers, ni quoi que ce soit, qui ont besoin d'argent, qui n'arrivent pas à boucler les fins de mois. En revanche, ces gens-là, et ces Français, n'ont jamais payé autant d'impôts dans notre pays, et voient en face des services publics qui se cassent la gueule, pardon de parler vulgairement, mais les hôpitaux, c'est catastrophique, la police, c'est catastrophique, l'école, je pense que vous en avez parlé, on va peut-être en parler, c'est catastrophique. Bref, tous nos services publics se cassent la gueule. Moi, je suis attaché à notre système social, et mes parents me disaient souvent, mais si on paye des impôts, c'est parce que tu es bien content d'avoir un enseignant dans la classe où tu vas, tu es bien content d'avoir une gare pour pouvoir te déplacer, tu es bien content d'aller aux urgences pour te faire soigner. Bon, aujourd'hui, je ne sais pas par quelle idée du ciel on appelle encore les urgences, puisque généralement on attend 16 heures. Andrea Catarac, je rappelle que vous êtes porte-parole du Rassemblement national. Gérald Darmanin était hier en visite en Algérie. Il s'est entretenu pendant 2h30 avec le président Tebboune. Parmi les sujets de discussion, il y a eu bien sûr le cas de Christophe Glaise. Écoutez le garde des Sceaux qui était sur CNews et Europe 1 ce matin à son sujet. D'abord, je pense évidemment à Christophe Glaise, à sa maman, à sa libération prochaine, nous l'espérons toutes et tous. Vous avez des gages rassurants en la matière? Je pense que ce n'est pas sur un plateau de télévision qu'on peut le faire, mais en tout cas, je peux dire que nous avons été très rassurés par la façon dont Christophe Glaise d'ailleurs est traité. Et puis, bien sûr, nous avons rappelé qu'il faut rendre Christophe Glaise non pas à la France, mais à sa mère. Et je pense que le président Tebboune il sera sensible. En tout cas, nous lui faisons confiance. Je lui fais confiance pour cela. Nous sommes tous touchés par l'humanité de cette situation. Et je peux vous dire que j'avais, avec mon homologue, avec le président Tebboune, des échanges extrêmement francs sur cette question. Voilà, Christophe Glaise qui a été un des sujets de discussion. Il y en a eu d'autres, bien sûr. Le RN avait anticipé, avait prévenu et averti avant qu'il ne fallait pas une diplomatie de la courbette. Est-ce que vous pensez que ça a été cela hier? Ça a été le cas entre Gérald Darmanin et le président Tebboune? Moi, je suis étonné d'avoir entendu ce qu'il a dit, à savoir il faut que Christophe Glaise soit rendu non pas à la France, mais à sa mère. Je ne sais pas si M. Darmanin est ministre de la France ou de sa sœur ou de sa grand-mère, mais c'est bien la France qui demande la libération d'un de ses concitoyens qui est emprisonné de manière fallacieuse. Il est condamné à des choses complètement dingues. Et c'est pas le ministre du Kazakhstan qui ira en Algérie demander à ce que Christophe Glaise revienne à sa mère. Donc c'est la France et c'est de la diplomatie. Moi, je suis partisan, et le RN aussi, non pas à polémiquer ou quoi que ce soit, mais à dire voilà, l'Algérie est maintenant indépendante. C'est un pays libre. Et donc, les accords particuliers d'exception sur l'immigration, c'est fini. Il faut traiter et respecter l'Algérie, mais quand elle emprisonne de manière injuste un de nos concitoyens, il faut éviter d'aller s'agenouiller devant un monument du FLN, par exemple. Il faut considérer l'Algérie d'égal à égal, et je crois que c'est même l'Algérie qui s'isole parce qu'elle refuse de prendre ses nationaux. Vous savez, on a été en France 51 000 ressortissants interpellés qui étaient clandestins algériens. 51 000, c'est quand même énorme, parce que l'Algérie refuse de les reprendre. Reprendre ces nationaux, c'est du droit international. L'Algérie ne s'attaque pas à la France quand elle refuse de prendre des délinquants algériens qui sont sur notre sol. Elle viole le droit international. Quand l'Algérie s'énerve parce que la France a reconnu le Sahara occidental comme souveraineté du Maroc, mais elle s'isole du monde, puisqu'à l'ONU, ils ont accepté ça. Qu'est-ce que vous préconisez? Une rupture diplomatique totale, ferme avec non, pas avec du tout. Je propose qu'on agisse selon le droit international. Dans le droit international, vous avez le principe de réciprocité. Si vous ne voulez pas reprendre les Algériens qu'on expulse, eh bien, en réponse, on n'autorise aucun visa aux Algériens. Mais vous ça s'appelle la réciprocité. quand même. Ah ben bien sûr, la diplomatie est faite et est là
pour continuer à avoir des relations, des discussions avec n'importe quelle nation du monde. Donc moi, j'y suis largement favorable. En revanche, je ne suis pas favorable à ce que la France soit le paillasson, non pas d'un pays, l'Algérie, mais d'une oligarchie grabataire qui non seulement s'accapare des richesses de l'Algérie et fait en sorte que chaque échec de leur politique, c'est la faute de la France. Résultat, vous avez plein de jeunes Algériens qui ne pensent qu'à une seule chose, c'est quitter leur pays. Donc l'Algérie est un pays riche, c'est le 7e exportateur de gaz au monde, c'est un pays qui a d'énormes compétences et capacités. Marine Le Pen dit même que ça pourrait être la Norvège du Maghreb, ce qui est vrai. Le problème, c'est qu'une oligarchie s'accapare de toutes les richesses de l'Algérie et accuse la France de tout. Non, l'Algérie est indépendante depuis 60 ans, c'est plus d'adolescents et donc il faut les respecter telles quelles. Prisca Thévenot, qui était à votre place il y a quelques instants, disait que ce qui compte en diplomatie, c'est pas les moyens, c'est les résultats, l'efficacité. Donc, par exemple, la libération de Christophe Glaise. Et que pour cela, pour la diplomatie, il faut savoir utiliser les bons gestes, les bons mots. D'accord, je ne sais pas. Monsieur Retailleau, c'était le ministre de Emmanuel Macron aussi, de cette dame qui était là juste avant moi. A-t-il eu des résultats? Non. Mais là, il y a un peu plus de résultats. Je ne sais pas. Tant que Christophe Glaise n'est pas libéré, pour l'instant, il y a zéro résultat. Il y a un petit peu d'humiliation, surtout pour notre gouvernement et notre pays. Maintenant, les échanges reprennent. Coopération judiciaire aussi, c'est ce qu'a annoncé Gérald Darmanin. Vous savez, quand il y aura ces 51 000 ressortissants algériens qui pourront retourner chez eux parce que leur visa est terminé ou parce qu'ils ont violé, braqué ou tué dans notre pays et qu'ils ont purgé leur peine, au moment où ils retourneront chez eux en Algérie, conformément au droit international, à ce moment-là, je pourrais dire bravo les macronistes. Je pense qu'on en est encore très loin, puisque ces ressortissants sont toujours dans nos CADA et dans nos centres de rétention, voire en prison, et 2, Christophe Glaise, lui, est toujours emprisonné pour des manières fallacieuses. Donc en fait, le résultat, c'est pour l'instant 0, mis à part de la communication sur votre plateau. Il y a quand même une centaine de laissez-passer qui ont été délivrés. Oui, 100 sur 51 000. Alors, je veux bien on sabre le champagne, mais pour le RN, c'est pas satisfaisant. Andrea Cotarac, porte-parole du Rassemblement National, est l'invité des grands entretiens d'Europe 1 Info. Dans un instant, on parlera de la réforme des retraites, ou pas, en vue de la présidentielle. Et puis, bien sûr, de 2027. À tout de suite. 13h, 15h, Europe 1 Info. La suite à 14h48 sur Europe 1 des grands entretiens politiques d'Europe 1 Info. Avec vous, Clélie Mathias, c'est votre invité. Andrea Cotarac, porte-parole du Rassemblement National. La campagne pour la présidentielle a donc bien commencé. Et les choses commencent à s'affiner concernant les programmes, notamment un sujet phare, la question des retraites. Écoutez Sébastien Chenu, député RN du Nord, vice-président de l'Assemblée nationale, qui a plaidé pour un départ à la retraite à 62 ans. Il était sur France Info ce matin. C'est toujours avec 42 années de cotisation, je le répète toujours parce qu'il faut tout dire dans ces cas-là, mais c'est un choix de société évidemment. Ce choix de société... à 62 ans. Donc il n'y a pas d'ambiguïté sur 42 années de cotisation, absolument. Ça fait partie des piliers, des choix de société que porte Marine Le Pen et le Rassemblement National et notre mouvement depuis très longtemps. Nous considérons que ce choix de société, il doit bien sûr être accompagné d'autres mesures, notamment celles qui consistent à faire entrer plus tôt les jeunes sur le marché du travail. Alors, Andrea Cotarac, précisons les choses, qu'il y a eu un peu de flou ces derniers jours sur ce sujet-là, qui est un sujet pour le moins emblématique. Là, vous gardez cet âge de départ, donc de 62 ans, puisqu'il avait été question à un moment de le supprimer et d'instaurer une durée de cotisation unique. Mais en fait, c'était la réforme proposée par Marine Le Pen, qui est toujours en vigueur d'ailleurs. C'est-à-dire que si vous commencez entre 18 et 20 ans à travailler, vous partez à 60, avec les années de cotisation qui sont en cause. Pourquoi ? Parce qu'on considère que quand vous travaillez entre 18 et 20 ans, vous n'êtes ni architecte, ni expert comptable, ni avocat. Vous avez souvent des métiers durs, vous êtes carreleur, vous êtes dans le BTP, vous avez fini votre bac pro, etc. Et vous commencez déjà à travailler, donc vous partez plus tôt. C'est déjà ambitieux. Beaucoup de gens de droite nous ont dit 60 ans, mais vous êtes fous, c'est trop tôt pour ces gens-là qui commencent tôt. Généralement, un carreleur, il a plus de genoux à 45. Généralement, un plaquiste, il a plus d'épaules à 45 ans. Donc, je pense que c'est quelque chose d'assez juste. Pour le reste, les personnes qui rentrent après, c'est les années d'annuité qui comptent, et donc ils partent en fonction du nombre d'annuités qu'ils auront. On s'arrête à 64 pour pas aller à 70, etc., puisque ça n'a aucun sens. Voilà le premier point. Mais là où le plus important de ce qu'il dit, Chenu, c'est le nombre de personnes qui travaillent et qui cotisent. C'est ça le vrai problème qu'on a dans notre pays. C'est qu'on commence à travailler très tard. On commence à travailler très tard. On est dernier de l'Europe. Dans les autres pays, il y a des métiers
du bac pro, des métiers manuels, des plombiers. On a tout un tas de métiers en tension dans notre pays, avec des gens qui sont diplômés, qui travaillent et qui gagnent beaucoup d'argent. On a trop poussé vers le bac général, vers les études. Résultat, on a des amphithéâtres de sociologues remplis avec 400 personnes, mais on n'a plus de plombier pour réparer son lavabo à la maison. Donc, on est pour une vraie transformation. Transformation aussi sur la natalité, parce qu'on a une natalité catastrophique dans notre pays. Il faut faire des enfants dans notre pays. Et là aussi, on a un vrai problème, c'est que vous regardez le désir des femmes, c'était un rapport de l'Assemblée nationale, les femmes françaises, les jeunes femmes françaises veulent faire des enfants. Parfois jusqu'à 2, je me souviens plus de la moyenne, mais c'est 2,5 jusqu'à 3. La réalité, c'est beaucoup moins. Pourquoi ? Parce qu'il y a des problèmes de précarité, parce qu'on a la peur du lendemain, parce que l'appartement est trop petit, parce que la chambre n'est pas disponible, parce qu'on n'a pas un CDI, parce que. Donc c'est vraiment un modèle de société. Les retraites, c'est pour ça que ça. Vous en parlez souvent sur Europe 1, c'est qu'en fait, c'est tout un modèle de société qu'il faut revoir. Mais justement, concernant les retraites et ce départ donc à 60 ou 62 ans en fonction des carrières, et puis au-delà, si vous commencez plus tard, si vous commencez à 28, vous avez le temps de travailler, parce que généralement, c'est un métier intellectuel. Mais la France serait une exception en Europe. Je ne sais pas, à la limite je m'en fiche puisque notre système est déjà une exception un peu partout. Par exemple, les Suédois ont essayé de faire un mix entre système par répartition et système par points, donc chacun cotise dans son compte individuel. Qu'est-ce qu'on remarque ? On remarque une inégalité grandissante et totale entre les femmes et les hommes. Parce que les femmes ont une carrière hachée, parce que les femmes font des enfants, parce que parfois elles travaillent, parfois non, et les hommes, eux, cotisent sur la continuité et sur la longueur. Résultat, on a des écarts et des inégalités catastrophique en Suède. C'est pas le bon système. Le bon système, c'est la répartition. C'est faire en sorte que l'État puisse, bon an, mal an, garder un système viable, digne pour chacun, permettre de vivre sa retraite. Mais il y a un ajustement à faire, parce que pour l'instant, il y a une population vieillissante, il y a moins jeunes. Ah, bien sûr. La réforme Borne est une réforme catastrophique. Je veux dire, on va revenir sur cette réforme. Hein. On va revenir sur la réforme Borne. Ça a déjà été un peu le cas. On n'est pas les seuls, d'ailleurs, parce que je vous rappelle que Gabriel Attal avait dit lui-même en partant de Matignon, donc c'était quand même le premier partisan de la réforme Borne, il avait dit en partant de Matignon qu'il fallait refaire cette loi qui était inefficace. Donc en fait, tout ce chaos, ces grèves, cette France bloquée n'a servi strictement à rien. J'ajoute que la gauche nous attaque, etc. Je vous rappelle quand même que pendant le débat sur la retraite, le RN, pour éviter un blocage général, avait même proposé un référendum. C'est la gauche qui avait voté contre. La gauche a préféré que les ouvriers ne soient pas payés en posant leur jour de grève. Ces gens-là sont de véritables hypocrites qui ne servent qu'à une seule chose, c'est nous attaquer les macronistes, et devant, ils ne proposent strictement rien. Et si Macron est président de la République et a pu mettre en place toute cette réforme, puisque c'était le seul point de son programme, c'était retraite à 64 ans, c'est toute la gauche qui a appelé à voter pour Emmanuel Macron. Donc on n'a aucune leçon à recevoir de quiconque sur l'échiquier politique. Nous, on a notre réforme et Marine Le Pen la présente et la présentera à nouveau pour 2027. Mais elle ne convainc pas, alors à gauche peut-être, et encore quoique, mais vos amis. Éric Ciotti, le président de l'UDR, qui veut augmenter le temps de travail et instaurer la retraite par capitalisation. Je considère, dit-il, qu'il y a une obligation de travailler plus compte tenu de l'évolution démographique. Mais si on est allié à M. Ciotti, c'est précisément parce que sur certains sujets, on a des différences. Il va falloir nous expliquer. On s'accorde sur l'essentiel. L'immigration, le pouvoir d'achat, la France dans le monde, l'indépendance de notre pays, le déclassement et le constat du déclassement scolaire, économique de notre pays. Sur d'autres points, on a des différences. Les retraites, ça en fait partie. Monsieur Ciotti est favorable à un système par capitalisation. Et moi, je lui réponds sur ce plateau que le système par capitalisation ne fonctionne pas en Suède. Les résultats sont catastrophiques. Donc, on y travaillera certainement ensemble parce que c'est un sujet essentiel. Il n'empêche que la capitalisation, je n'y crois absolument pas parce que les gens seront appauvris et les inégalités entre les hommes et les femmes seront davantage accrues. Un sujet pour 2027. À ce propos, écoutez Mathilde Panot, la chef de file des députés La France Insoumise, qui a estimé qu'en cas de duel RN-LFI l'an prochain, LFI remporterait la victoire. Elle était sur LCP hier. Si c'est vraiment nous, au second tour, contre l'extrême droite, chacun devra choisir son camp. Chacun devra choisir son camp. Et j'ose espérer dans ce pays qu'un pays qui en 2024 s'est mobilisé en masse pour battre l'extrême droite, je ne crois pas que 2 ou 3 ans après, d'un coup, ce soit l'extrême droite qui arrive au pouvoir. Je n'y crois pas une seule seconde. Et nous mettrons toute notre énergie à faire en sorte que les gens reviennent aux urnes. Andrea Cotarac, qu'est-ce que vous lui répondez ? Je réponds à Madame Soleil Panot qu'il ne faut jamais sous-estimer son adversaire.
Moi, je ne sous-estime pas la France insoumise, ni aucun autre candidat. On ne fait jamais une élection avant l'élection. Deuxièmement, vous voyez que la LFI et les macronistes sont toujours d'accord. Parce qu'en fait, qu'est-ce qu'elles recherchent, elles ? Elles recherchent à faire ce qu'ils ont fait en 2024 contre Jordan Bardella aux législatives, à savoir réunir de Mélenchon à Laurent Wauquiez tout le monde contre le Rassemblement national. Je rappelle que la France insoumise de Madame Panot a réélu Madame Borne. Ce sont des électeurs LFI qui ont réélu Madame Borne députée, qui ont réélu Monsieur Darmanin député. Et je vous rappelle que le fichier S d'Avignon, Raphaël Arnaud, a été élu par des électeurs macronistes. Donc vous voyez bien que ces gens-là font partie du même système. Moi, juste pour lui répondre, si elle croit que LFI va gagner contre le RN, moi je crois qu'il faudrait mieux que leurs députés revoient un peu leurs fondamentaux. Que Monsieur Boyard, par exemple, rouvre un livre de géographie et corrige ce qu'il disait. Et lui, il disait par exemple que la Chine avait attaqué l'Ukraine. Ben non, c'est la Russie. Je demande à Madame Soudet de rouvrir un livre d'histoire, considérant que la Seconde Guerre mondiale, c'est entre 39 et 1945, pas entre 39 et 46. Je demande à Monsieur Thomas Porte, député LFI, d'éviter de poser son pied sur la tête d'un ministre comme il l'avait fait avec un ballon avec la tête d'un ministre comme Monsieur Dussopt. Ces gens-là ont quitté l'arc républicain et nous allons, je le crois, je l'espère, les battre en 2027. Merci beaucoup Andrea Cotarac, porte-parole du Rassemblement national, qui était l'invité des grands entretiens d'Europe 1 Info. Dans un instant, c'est l'émission Et si on en parlait avec Marie-Estelle Dupont et Romain Desarmes. Moi, je vous souhaite un très bon après-midi. Merci beaucoup Géraldine. Merci Clélie. Et à demain à 13h.